Avez-vous déjà senti, dès les premières secondes d'une rencontre, que quelque chose vibrait en vous d'une manière presque surnaturelle? Comme si l'univers tout entier vous murmurait « Regarde bien, c'est ici que tout commence ». Et pourtant, ce début-là, aussi magique qu'il semble, cache parfois les plus grandes confusions. Ce n'est pas l'intensité de la rencontre qui compte, mais ce qu'elle déclenche en vous. Car il y a des débuts qui élèvent et d'autres qui envoûtent. L'un vous amène à vous rapprocher de vous-même, l'autre vous pousse à vous éloigner de votre centre pour vous fondre dans un mirage. On parle souvent du frisson de la première conversation, des papillons dans le ventre, de cette excitation qui fait tout oublier. Mais personne ne nous dit que le danger peut commencer exactement là, que le corps peut déjà savoir, tandis que l'esprit se laisse emporter. On croit vivre une connexion exceptionnelle, et en réalité, on glisse sans s'en rendre compte dans une projection, une fin intérieure maquillée en romance. Le vrai commencement n'est pas ce moment cinématographique qu'on fantasme. C'est cette toute première impression, cette sensation intérieure, subtile, presque dérangeante parfois, mais qu'on ignore. Il y a des amours qui calment, qui accueillent, qui élèvent doucement sans bruit. Et puis, il y en a d'autres, plus fréquents, qui consument. Ils arrivent avec fracas, comme un orage d'été, et l'on croit qu'il s'agit de passion. Mais ce feu-là ne réchauffe pas. Il brûle, il marque, il laisse descendre. C'est là qu'intervient la confusion fatale. Croire que l'intensité est un gage de profondeur. Alors qu'un amour destructeur peut se cacher derrière les plus belles déclarations, les regards les plus pénétrants, les gestes les plus attentionnés. Le vrai piège, c'est d'ignorer les signaux faibles. La tension inexpliquée dans la nuque. Le silence intérieur qui se tend. La petite voix qui dit « Quelque chose cloche, mais je veux y croire ». Et pendant que l'on se raconte des histoires, la réalité, elle, se construit. Un amour sain n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin de s'imposer dès le départ. Il vous laisse respirer. Il ne vous pousse pas à justifier vos absences, ni à remplir un vide. Mais comment reconnaître ce qui est sain de ce qui est dangereux, surtout quand on est porté par l'euphorie des débuts? En prêtant attention à ce que vous ressentez pendant le silence. Pas lorsque tout est beau, mais lorsque vous n'avez pas de réponse immédiate. Lorsque vous attendez un message qui ne vient pas. Lorsque vous vous surprenez à douter de vous, à vous interroger, à vous effacer. Un amour sain ne provoque pas cette forme de retrait intérieur. Il ne vous fait pas vous éloigner de vous-même. Il est calme. Il vous regarde sans vous scruter. Il vous écoute sans vous juger. Il vous accepte sans vouloir vous changer. Ce n'est pas une histoire de perfection. Ce n'est même pas une histoire de timing. C'est une histoire de fréquence, d'accord intérieur. Est-ce que vous vous sentez plus aligné en sa présence, ou bien en train de vous contracter, de vous contorsionner pour paraître plus aimable, plus aimant, plus digne? Ce n'est pas de l'amour si vous vous perdez dans le processus. Ce n'est pas un vrai début si vous devez déjà renoncer à une partie de vous pour que l'autre vous regarde. Le vrai commencement d'une relation n'a rien à voir avec le scénario romantique que la société vend. C'est une vibration interne, presque imperceptible, mais d'une justesse infinie. Et si vous vous permettiez, cette fois, d'écouter ce frémissement plutôt que de courir vers ce feu qui attire. Ce feu que vous confondez peut-être avec de la lumière. Il y a des histoires qui ne commencent pas le jour d'une rencontre. Elles commencent bien avant, dans les recoins silencieux de l'enfance, là où les regards ont manqué, où les gestes ont été mal compris, où les mots ont blessé sans le vouloir. Ce que vous cherchez aujourd'hui chez l'autre est peut-être l'écho de ce que vous n'avez jamais reçu quand vous étiez petit. Et c'est là que tout se complique. Parce que l'inconscient, lui, ne fait pas la différence entre un souvenir et une répétition. Il ne cherche pas l'amour.
Il cherche à revivre quelque chose pour enfin le réparer. C'est ce que Jung voulait dire quand il écrivait que ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin. Si vous n'avez jamais guéri cette vieille peur d'être abandonné, elle vous poussera à vous accrocher à des gens qui s'éloignent. Si vous avez grandi en croyant que vous deviez mériter l'amour, vous chercherez des partenaires inaccessibles, distants, exigeants. Et cela n'aura rien à voir avec ce qu'ils sont, mais tout à voir avec ce que vous portez en vous, sans le savoir. Mais voilà, l'inconscient ne parle pas avec des mots. Il parle avec des sensations, des réactions, des silences soudains, des tensions inexpliquées. Il parle avec le langage du corps. Le corps ne ment jamais. Même quand vous vous persuadez que tout va bien, il vous envoie des signaux. Une gorge serrée au moment de dire ce que vous ressentez. Un ventre noué après une conversation qui vous a laissé vide. Un sommeil agité quand quelqu'un occupe trop d'espace dans votre tête. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de l'information. C'est votre système nerveux qui vous dit « ce n'est pas sûr ici ». Mais vous avez peut-être appris à ignorer ce langage, à le rationaliser, à l'étouffer. Parce que vous aviez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un si vous écoutiez vraiment. Parce que la société vous a appris à faire taire ce qui ne se voit pas. Et pourtant, c'est là que la vérité se cache. Dans le rythme de votre souffle, dans la façon dont votre poitrine se détend ou se contracte en présence de quelqu'un, dans ce petit vertige après un message lu sans réponse. Le corps envoie des avertissements bien avant que le mental ne comprenne. Le malaise n'est pas un défaut, c'est une boussole, une alarme, une voix que vous avez mise en sourdine depuis des années, peut-être. Une femme m'a raconté qu'elle avait passé 10 ans avec un homme qui l'aimait comme un fou. Elle disait qu'au début, c'était incroyable. L'intensité, la passion, la fusion. Mais elle se souvenait aussi que, dès le 2e rendez-vous, elle n'avait pas pu dormir. Pas à cause de l'excitation, non. À cause d'une angoisse sourde, inexplicable, une sorte de vide dans la poitrine qu'elle avait refusé de reconnaître. Elle avait pensé que c'était elle le problème. Elle s'est adaptée. Elle s'est tue. Elle a continué. Et 10 ans plus tard, elle ne savait plus qui elle était. Ce n'est pas l'amour qui l'a détruite. C'est le fait d'avoir ignoré ce que son corps lui disait dès le départ. Si vous ne vous écoutez pas, vous répéterez, encore et encore. Pas parce que vous manquez d'intelligence, mais parce que vous cherchez à résoudre quelque chose d'ancien avec des moyens nouveaux. Et cela ne fonctionne jamais. Le corps ne vous donne pas des réponses toutes faites. Il vous donne des invitations, des pistes, des alertes. À vous de vous y arrêter, de les honorer, de les croire, même quand l'esprit vous supplie de continuer. Ce que vous appelez intuition n'est pas magique. C'est le souvenir de toutes vos blessures, de toutes vos erreurs, de toutes vos renaissances, condensées dans un frisson, une résistance, un silence. Ce n'est pas un mystère. C'est vous, tout entier, qui tente de se protéger, encore une fois. Je me souviens d'elle comme si c'était hier. Elle avait 38 ans, les yeux éteints, mais une voix d'une clarté désarmante. « J'ai aimé 3 hommes, m'a-t-elle dit, et j'ai souffert 3 fois de la même façon. Pourtant, ils étaient tous différents. L'un était attentionné, l'autre distant, le dernier passionné. Mais à chaque fois, je me suis retrouvé seul à me demander ce que j'avais mal fait. Elle n'avait rien mal fait. Elle répétait simplement ce qu'elle avait appris très tôt, que pour être aimée, elle devait s'effacer. Et comme tant d'autres, elle ne comprenait pas pourquoi le scénario semblait toujours identique, malgré des personnages qui changeaient. Les visages varient, les dialogues aussi, mais la sensation intérieure reste la même. Une sorte de fatigue émotionnelle, un épuisement d'aimer à sens unique.
C'est là que naît la prise de conscience. Ce n'est pas le hasard, ni la malchance. C'est un programme silencieux en nous, une mémoire affective. Ce que vous vivez dans vos relations n'est pas toujours le fruit du présent. C'est souvent la répétition d'un passé non digéré. Et tant que vous cherchez à être sauvé, vous tomberez sur ceux qui veulent vous posséder. Tant que vous attendez qu'on vous prouve que vous méritez l'amour, vous rencontrerez ceux qui vous feront douter. Et tant que vous ne vous choisissez pas pleinement, vous attirerez ceux qui, eux non plus, ne vous choisiront pas. Aimer ne devrait pas ressembler à une audition. Et pourtant, c'est ce que beaucoup vivent. Ils se présentent, récitent ce qu'ils croient être attendu, masquent leurs failles, se plient à des rôles. Tout cela pour être choisi. Mais à quel prix? Quel est le coût de cette invisibilité volontaire? Le prix, c'est soi-même. Vous perdez votre voix, votre joie, votre énergie. Et à force, l'amour, le vrai, commence bien avant la rencontre. Il commence le jour où vous décidez de ne plus vous abandonner, de ne plus forcer les choses, de ne plus courir après quelqu'un pour combler un vide qui n'appartient qu'à vous. Il commence quand vous comprenez que vous n'êtes pas brisé mais dispersé, et que votre rôle, ce n'est pas de chercher quelqu'un pour vous compléter, mais de rassembler les morceaux éparpillés en vous. Un amour sain ne vous demande pas de jouer un rôle. Il n'a pas besoin de masque. Il ne vous pousse pas à changer de ton, à vous excuser d'exister, à négocier vos besoins fondamentaux. Il se pose là, doucement, et vous regarde tel que vous êtes. Et pour qu'un tel amour soit possible, il faut d'abord vous regarder vous-même avec cette même douceur, ce même respect. Mais voilà le plus difficile. C'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi-même. Il est plus simple de donner, d'écouter, d'accueillir, que de se confronter à ses propres silences. Et pourtant, tant que vous ne vous accueillez pas, vous chercherez des bras pour vous contenir. Vous déposerez votre cœur entre des mains tremblantes, espérant qu'elles fassent mieux que vous. Et elles ne feront pas mieux, pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que ce n'est pas leur rôle. Vous seul pouvez créer un amour assez solide pour ne plus répéter. Un amour qui ne commence pas dans l'urgence. Un amour qui ne mendie pas. Un amour qui ne vous fait pas croire que vous devez tout donner pour mériter si peu. C'est ce travail, invisible et lent, que personne ne voit, mais que tout le monde sent. Le jour où vous décidez de ne plus jouer contre vous, le scénario change, même si le monde reste le même. Il suffit parfois d'un souvenir pour comprendre tout un comportement. Une phrase, une scène floue de l'enfance, un geste oublié par les autres, mais resté gravé en vous. Vous ne saviez pas que ce jour-là, vous aviez appris à aimer autrement. À aimer en fonction de ce qu'on attendait de vous, et non de ce que vous étiez. Il y a des enfants qui ont grandi en silence, dans des maisons bruyantes. Des enfants qui ont appris que pour avoir un peu de tendresse, il fallait être sage, ou utile, ou drôle. Il fallait performer, il fallait s'adapter. Alors ils ont appris à se plier, à observer les visages pour deviner les humeurs, à être toujours un peu moins, ou un peu plus, mais jamais eux-mêmes tout à fait. Ces enfants-là deviennent des adultes qui aiment avec prudence ou avec urgence. Des adultes qui aiment à genoux. Quand on a été aimé sous condition, on passe sa vie à tenter de remplir les conditions des autres. Et même lorsqu'on rencontre une personne bienveillante, quelque chose en nous doute. On se demande si on la mérite. Si c'est réel, on attend le moment où tout va basculer, où l'autre va changer d'avis, partir, se lasser. Et dans cette attente invisible, on sabote. On donne trop, on s'efface, ou on teste sans le vouloir. Parce qu'on ne sait pas encore aimer dans la paix, on ne sait aimer que dans l'effort. Mais il y a un tournant possible. Une brèche discrète entre les générations, entre les réflexes hérités et les choix nouveaux. Une bascule. Elle ne vient pas avec l'âge, ni avec l'accumulation des douleurs.
Elle vient le jour où vous osez vous demander « Et si tout ce que j'ai appris sur l'amour était incomplet ?» Ce jour-là, quelque chose change. Non pas dans vos relations, mais dans la façon dont vous vous placez dans la relation. Vous cessez d'aimer pour guérir. Vous commencez à aimer pour partager. Ce n'est plus une quête d'approbation, c'est une rencontre. Pas avec l'autre d'abord, mais avec vous-même. Et alors, vous n'attendez plus d'être rassuré, ni réparé. Vous êtes là, entier, fragile peut-être, mais aligné. Changer sa façon d'aimer ne veut pas dire devenir froid ou distant ou indifférent. Cela veut dire aimer avec conscience. Choisir, au lieu de supplier, offrir sans se vider, observer sans projeter. Cela veut dire savoir dire non quand c'est trop, partir quand ce n'est plus juste. Rester, non pas par peur de l'abandon, mais par joie d'être ensemble. Mais ce changement n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il se tisse dans le quotidien, dans ces microsecondes où vous vous retenez de vous excuser d'avoir besoin, dans ces moments où vous ne relancez pas quelqu'un qui vous ignore, dans ce regard que vous posez sur vous-même, moins dur, moins exigeant. Et c'est là, précisément là, que l'amour véritable devient possible. Non pas l'amour parfait, non. L'amour imparfait, humain, mais enraciné. Un amour qui ne vous fait pas trembler. Un amour qui ne vous met pas... On ne peut pas toujours choisir qui entre dans notre vie. Mais on peut choisir depuis où on aime. Depuis la peur ou depuis la liberté. Depuis le manque ou depuis la plénitude. Depuis la blessure ou depuis la conscience. Et ce simple déplacement intérieur, invisible aux yeux du monde, transforme tout ce que vous touchez. Parce que l'amour que vous donnez commence toujours à l'endroit exact où vous vous donnez à vous-même. Elle s'appelait Béatrice. 63 ans, des rides autour des yeux, mais une lumière douce qui dansait dans sa voix. Elle m'a dit « Ce n'est qu'à 60 ans que j'ai compris ce qu'était l'amour. Avant ça, je n'aimais pas. J'espérais. Je donnais tout, espérant qu'en retour, on me choisisse. Mais j'oubliais de me choisir moi. » Et elle a souri. Pas un sourire triste. Un sourire de celles qui sont enfin rentrées chez elles. Des histoires comme celle de Béatrice, il y en a partout. Des femmes, des hommes, qui ont passé des décennies à se tordre dans des relations où l'amour ressemblait davantage à un test qu'à un refuge. On les reconnaît facilement. Ce sont ceux qui disent « je tombe toujours sur les mêmes personnes » ou « je suis trop sensible » ou encore « je dois être trop compliqué à aimer ». En réalité, ils ne sont ni trop ni pas assez. Ils répètent encore et encore, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de regarder d'où venait cet amour qu'ils offrent si généreusement. Quand vous aimez, posez-vous une seule question. D'où vient cet amour? Est-ce un don ou une demande? Est-ce une offrande ou un cri caché? Vient-il de votre plénitude ou de votre peur? Il ne s'agit pas de juger la réponse, mais de l'écouter, en silence, en profondeur. Parce qu'on peut passer toute une vie à croire qu'on aime alors qu'on survit, à croire qu'on choisit alors qu'on implore, à croire qu'on partage alors qu'on supplie. Un jour, vous réaliserez peut-être que la plus grande douleur ne venait pas du rejet de l'autre, mais du rejet de vous-même à chaque fois que vous vous étiez tu, ravalé, rétréci pour être aimé. Ce sont ces silences-là que vous avez imposés à votre propre âme, qui laissent les cicatrices les plus profondes. Et pourtant, c'est dans ce même silence que peut naître la révolution. Une révolution calme, mais irréversible. Il faut parfois avoir tout perdu pour comprendre que vous étiez toujours là. Il faut parfois être quitté 100 fois pour apprendre enfin à ne plus vous quitter vous-même. Il faut parfois que la solitude devienne une habitude pour que vous compreniez qu'elle n'est pas un désert, mais un sanctuaire. L'endroit exact où l'on recommence à s'entendre respirer. Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de vous oublier? Et si la question était inversée,
Vous êtes-vous déjà aimé au point de ne plus pouvoir vous perdre pour personne? Voilà l'invitation, non pas une injonction à s'aimer parfaitement, mais une permission douce, celle de vous regarder avec bienveillance, celle de dire « je mérite » sans honte, celle de ne plus appeler passion ce qui vous déracine, celle de ne plus appeler amour ce qui vous fait mal. Il n'est jamais trop tard pour revoir les fondations, pour redéfinir ce que vous acceptez, pour vous demander si j'étais absolument certain de ma valeur, est-ce que je resterais ici? Ce genre de question ne vient pas en début de vie. Elle vient après les tempêtes. Quand on est fatigué, quand on a trop donné, quand on n'a plus envie de lutter, mais de vivre. Et c'est là que commence un autre amour. Lent, stable, tranquille. Un amour qui n'a plus besoin de crier. Qui vous voit tel que vous êtes, parce que vous avez commencé à vous voir. Ce n'est pas une fin heureuse. C'est un commencement sincère.